Ah, regarde, je tourne la tête, Mice and Mystique, tu vois, voilà, c'est sublime. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand j'étais petit, j'avais un retard sur la lecture. Ma maman, un jour, m'emmène dans une librairie et me dit de choisir un livre, celui que je veux. Je choisis Les Collines Maléfiques de la série Sorcellerie, écrit par Steve Jackson. Je l'ai dévoré, mais vraiment dévoré, et j'ai appris à lire grâce au livre dont vous êtes le héros. Je ne trichais pas, je ne marquais pas les pages, je faisais rien, je ne trichais pas du tout. Je lançais vraiment les dés, je perdais, je recommençais, et recommençais même en connaissant le chemin par cœur. Quand je terminais le bouquin, j'étais vraiment heureux. Après Les Collines Maléfiques, j'ai eu envie de lire toute la collection des héros et j'ai réussi à terminer ma collection il n'y a pas longtemps, des 156 livres. Quand je vois ce livre-là, ça me replonge à mes 6 ans, et pour moi c'était l'opportunité d'être quelqu'un d'autre, c'était l'opportunité d'être un héros. J'étais à l'âge de 12 ans fan de Sherlock Holmes. J'avais demandé à ma maman si je pouvais rendre visite à Sherlock Holmes et elle m'a dit il n'existe pas. Il y a un autre personnage qui existe, il s'appelle Jack l'Éventreur, et ce soir il y aura un téléfilm. J'ai vu ce téléfilm-là, je suis allé dans une bibliothèque pour lire tout ce qui était possible et inimaginable sur Londres en 1888. J'étais tellement happé que je me suis dit que je voulais partager cette expérience. Et il y avait déjà eu un roman de Patricia Cornwell qui s'appelait Jack l'Éventreur, affaire classée. Du coup je me suis dit je vais en faire une BD. Et au même moment était sorti Fromel. Bon, c'est pas grave, je vais en faire un artbook. Croyez-le ou non, mais il y avait déjà un artbook sur Jack l'Éventreur avec toutes les choses qui avaient été faites auparavant. Et un jour, chez un ami auteur, une personne à côté de moi me dit « Mais Damien, toi qui aimes tellement de jouer, qui nous fait découvrir tellement de jeux, pourquoi tu n'en ferais pas un jeu de société ?» J'ai commencé à pondre une mécanique et je suis allé voir un éditeur, un gros éditeur, et je leur ai dit voilà comment je vois le jeu. Je voulais que ce soit un document d'archives, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, toutes les photos sont vraiment des photos d'archives et officielles. Je voulais avoir des rapports d'autopsie d'aujourd'hui, des choses, et surtout avoir des graphismes très modernes. Je voulais créer des illusions optiques sur chacune des cartes. J'ai eu les gens qui ont adoré le jeu et les gens qui l'ont vraiment détesté. J'étais vraiment, moi, à 23 ans, entre les deux, confronté à ça. Et je me souviendrai toujours d'une phrase que m'avait dit Monsieur Fall à ce moment-là. Ça m'a donné énormément de croyance en moi, énormément de volonté, d'espoir. Il m'avait dit tu as fait le jeu que tu voulais faire. Tu as partagé avec le public ce que tu voulais partager, et c'est ça le plus important. Alors là, on rentre dans un tout autre domaine. Je l'ai découvert, non pas par l'actualité, mais en rentrant dans ma boutique de jeux, le Repère du Dragon à Paris. Je reconnais tout de suite la police de caractère, parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette police de caractère-là. Et là, j'ai foncé, j'ai regardé le dos, j'ai trouvé le matériel extraordinaire. Quand je vois cette boîte-là, j'ai mon cœur qui me dit voilà, prends-le, c'est à toi, c'est tout de suite, il te le faut, c'est ton cadeau de Noël. Et c'est vraiment mon futur cadeau de Noël en fait. Je ne l'ai pas acheté pour l'avoir vraiment à Noël, parce que ça va me faire ressentir toutes les émotions que j'avais. Quand j'étais petit, il y avait Disney Channel sur France 3, il y avait Jean Rochefort qui racontait Winnie l'ourson en première partie. Et ensuite, juste après, j'avais tout le Disney avec Zorro, et je m'endormais avec ça. Quand j'ai vu ça, ça m'a replongé là-dedans. Et je me suis dit que la meilleure sensation que je pourrais avoir, c'est d'ouvrir cette boîte à Noël. On est sur quelque chose qui me touche aussi tout autant de Disney, c'est Dark Crystal. C'était un film qui était pas si facile pour les enfants à comprendre, parce que le scénario était très très complexe, mais j'ai tout de suite adoré l'univers. C'est ce qui m'a poussé à aller voir le film Labyrinthe, mais aussi à m'intéresser à une série que peu de gens connaissent, qui s'appelle Monstres et Merveilles. C'était un petit peu comme les Contes de la Crypte, sauf pour plus jeunes. L'univers de Jim Henson, de la marionnette, c'est ce que j'ai toujours adoré. C'est ce qui, aujourd'hui encore, je fais ce métier-là, je fais le métier que je fais parce que ça me rapproche à quelque chose de palpable, d'un univers qu'on peut toucher. Un jour, j'ai eu la chance, un groupe très connu me dit vous voulez me rencontrer, c'était les Daft Punk, et leur bureau était dans les studios de Jim Henson. Forcément, comme je suis dans les studios, j'ai vraiment envie de voir un élément de Dark Crystal. Je vais vous trouver la photo parce que je voudrais vraiment la partager avec vous. C'était un moment assez unique. Le voilà, il est là, c'est le Scarface, et on le voit juste ici. Ah, je vais faire un voyage dans le temps avec vous. Le premier voyage, on va le faire dans le futur, puisque je suis l'un des producteurs du concert Sun Seiya qui va y avoir à Paris et partout dans le monde. Maintenant, on va faire un voyage dans le présent, là, maintenant. J'ai adoré ce jeu qui a été édité par des copains à moi, et surtout, j'ai pu jouer en avant-première et tester chez moi, avant qu'elle soit vendue, l'extension Asgard. Et maintenant,
On va partir dans le passé. C'est vraiment la série qui m'a le plus touché, qui m'a le plus ému. Il y avait vraiment cette notion d'espoir qui était à l'intérieur, d'entraide, d'amitié et surtout un scénario qui m'emportait. Au départ, on était avec les chevaliers un tournoi galactique. Après, on était avec les chevaliers de bronze qui s'affrontaient entre eux. Ensuite, il y avait les chevaliers d'argent. Ensuite, il y avait le sanctuaire avec les 12 chevaliers d'or. Puis le grand pop. Ensuite, on avait les légendes. Pour moi, c'est exactement ce que j'aime dans un projet. On part de quelque chose d'assez anecdotique. Et à partir de là, c'est de plus en plus puissant, de plus en plus grand. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Quand on rentre par une des portes et qu'on découvre que c'est tentaculaire et que c'est extrêmement riche, c'est exactement la sensation que j'ai quand je vois Saint Seiya. Et alors là, ça c'est fou. Ma sœur et moi, on s'est battu pour l'avoir. Vous savez, il y a les livres, les catalogues de jouets. J'avais découpé l'île infernale, donc le plateau de jeu en photo. Je jouais déjà dans ma tête avec ma sœur à l'île infernale. La première chose que je vois, c'est ce Noël. Je dois avoir 9 ans et ma sœur en a 4. Et on a ce plateau 3D de l'île infernale avec cette statuette où on faisait tomber des boules de feu, on essayait d'arriver en haut pour avoir le diamant. Là je vois c'est une version très moderne de l'île infernale. Là on voit que le jeu est un peu plus complexe qu'il l'était avant, mais il y a toujours ces échelles, il y a le petit bateau en plus, il y a des petites choses en plus. Voilà, ça me fait rêver. Ce qui était génial dans ce jeu-là, c'est que, bien sûr, il y avait le jeu de plateau, mais pour moi, il y avait un jeu dans le jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait joué au jeu de plateau, moi, je continuais à jouer avec mon île, avec mes aventuriers, avec mes personnages. Je faisais vraiment comme Indiana Jones, la scène où il y a la boule la boule qui le poursuit. Ce plateau de jeu était aussi un jouet en soi. C'était extraordinaire pour moi de pouvoir imaginer une autre île avec une autre histoire, un sorcier, le sorcier qui était au final le sorcier de la montagne de feu, des livres d'être le héros, que je mettais là-dedans. Tout cet imaginaire que j'avais d'autres références, je l'incluais dans ce plateau de jeu. Quand je vois toutes les références que j'ai eues, un seul fil rouge qui me vient à l'esprit, c'est l'enfance. Les projets que je fais aujourd'hui, avec les collaborateurs avec qui je travaille, sont liés à mon enfance. Il n'y a rien que j'ai pu faire dans ma vie qui n'est pas lié à mon enfance. Mon enfance est un souvenir très précis avec une sensation. Donc je vais retravailler, essayer de la faire grandir pour que ma sensation d'aujourd'hui soit aussi forte que celle que j'ai eue quand j'étais petit. Le mot-clé, c'est l'enfance.